Hello la famille, ça va ou quoi? C'est Ornella, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un nouvel épisode de OnlyFame. On reçoit aujourd'hui Fernand Lopez. C'est l'un des mecs les plus influents dans le MMA français et dans le MMA complètement. C'est gentil Ornella, je vais bien et toi, comment vas-tu? Moi ça va super bien, on va parler directement de toi. Parce que j'ai vu beaucoup de choses sur toi. Forcément j'ai préparé l'interview, mais j'ai pas vu assez d'interviews où tu parles de toi. Donc j'aimerais un peu découvrir qui tu es. Ok. T'es né au Cameroun, C'est ça, t'as grandi là-bas. absolument. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période de ta vie? Je suis né au Cameroun, dans une famille de 8 gosses. 8. Yes. Et t'es situé où en termes de place? Juste au milieu. Juste au milieu, ok. J'ai 2 sœurs aînées, un grand frère, et je suis au milieu. Ok. Et voilà, une famille normale avec beaucoup d'amour, des parents très aimants, beaucoup de valeurs, d'éducation. Je profite pour remercier mes parents, surtout ma maman qui est encore en vie. Et donc voilà, j'ai grandi dans un environnement où j'avais des parents plutôt éducateurs. Mon papa, enseignant d'école supérieure, ma maman, éducatrice dans les lycées et les collèges. Et puis voilà. Voilà comment t'as grandi, comment Fernand Lopez a grandi, donc avec une famille de 8 enfants, des parents aimants, des parents enseignants. Donc l'éducation, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi? Non, je n'en étais pas conscient en tout cas. J'ai grandi dans un environnement, effectivement, il y avait beaucoup d'enseignants. Je pense que quasiment tous mes oncles sont des professeurs. Ah ouais, tous. Soit d'université, soit de lycée, soit de collège, soit des proviseurs, Enfin, vraiment, j'ai grandi essentiellement dans l'éducation. Et je n'en avais pas conscience. Et je ne pensais même pas à une... Là, t'allais juste à l'école. Non, je faisais mon école pour mes parents. Je ne suis pas quelqu'un qui est très studieux à la base. Ok. Mais je remplissais des cases pour que je puisse savoir ce que je voulais. Moi, je voulais faire le sport. Mon papa, pour lui, le sport, c'est pas un métier. Donc, il fallait... Bien travailler à l'école et... Pour pouvoir avoir le sport comme loisir, il fallait bien travailler à l'école. Donc, du coup, je travaillais bien à l'école. Enfin, je travaillais moyennement à l'école. Il trouvait. Moi, je trouve que c'était bien. T'avais quel genre de notes? Bah, à mon époque, les notes étaient sur 20 et de manière générale, j'étais autour de 14-15. Ah, ça va. Et mon papa trouvait que c'était médiocre. Que j'étais... Mais c'est normal, on veut toujours mieux pour son enfant. Il avait une expression bougre d'idiot. Bougre d'idiot, c'est ce qu'il t'appelait comme ça tout le temps. Ouais, et même, donc moi je discutais, j'étais assez... j'ai eu des parents qui étaient, vu mon âge, mes parents sont anciens quand même, mais ils étaient ouverts d'esprit. On discutait, on avait de l'argumentation. C'était pas, il y avait beaucoup d'amour. Je n'étais pas d'accord, j'argumentais et ils me disent, mais je pense que tu as eu des notes basées sur des connaissances que tu as déjà naturellement, mais que tu n'as pas étudiées, tu n'as pas ouvert tes cahiers. Et effectivement, c'était un peu ça. Ouais, t'étais dans la facilité. Voilà. Vu que t'avais j'avais des facilités à l'école. Et donc, du coup, ça se passait naturellement. Mais j'en ai pris conscience quand je suis arrivé, quand j'ai continué ma scolarité en France. Je me suis rendu compte que, comme pour le coup, la scolarité en France, je la faisais. J'avais quitté la filière d'ingénierie en électrotechnique que je faisais et je m'étais redirigé sur le sport. Du coup, c'était ultra facile. Dans le sens où c'était des études que je faisais pour moi. Et donc, du coup, tout était facile. En fait, quand tu faisais pour tes parents, c'était un peu peut-être plus dur, en fait. C'était laborieux. Parce que c'était pas ce que tu voulais. C'est ça. J'attendais la dernière minute quand on avait un examen et puis je prenais ce qu'il y avait comme bouquin qui était attitré à la discipline et puis je le potassais, je lisais, je bûchais comme on disait et puis je restituais ce qui était écrit et puis je voulais juste une note. Alors que là, du coup, pour le coup, comme je dis souvent, puisqu'après je suis devenu éducateur sportif, j'ai été formateur sur la plupart des fédérations de sport de contact
Et donc, je disais à mes élèves, ne traversez pas les formations. Vivez les formations, comme je Ouais. l'ai vécu à 5 ans. À un moment donné de ma vie, plus jeune, je traversais les formations. Je faisais des formations pour les faire. Je me souvenais même pas ce qu'on a fait comme examen. Et puis, quand on parle de tout ce qui a trait au sport et autour de la performance sportive, comme ça m'intéresse, j'étais dans l'interactivité avec les professeurs. Je discutais, j'argumentais, et on sait qu'aujourd'hui, les études sérieuses ont montré que l'apprentissage s'imprime mieux Quand quand on tu... participe, quand on est actif, quand on intervient. Du coup, j'avais l'impression que... Enfin, je comprenais après coup ce que voulait dire mon père, puisque j'ai... C'est comme ça c'est toujours comme ça avec les parents. Voilà, On comprend très longtemps bon, après. voilà, après coup, je me rendais compte que j'étais souvent majeur de promotion sur tout ce que je faisais. C'est très beau. Félicitations du coup. On va un petit peu revenir du coup sur ton amour pour les sports de combat quand il est né. Est-ce qu'il y a un moment particulier où t'es tombé dedans, on va dire ça comme ça, tombé love? J'étais un jeune un peu gentil, bien éduqué, un peu fort physiquement, mais qui était, on va dire, fragile. Fragile dans quel sens? Dans la socialisation. Ok, ouais, t'avais beaucoup de mal, t'étais timide. J'étais un enfant brimé à l'école. Donc, du coup, Le sport, c'était ta meilleure. mon papa s'est dit qu'il allait me faire faire du judo pour m'apprendre à me défendre. Et finalement, j'ai découvert le judo. Ensuite, rapidement, j'ai aimé la lutte parce que j'avais des amis de ma classe qui faisaient de la lutte. Et puis après, j'ai découvert une tonne de sports de combat. J'ai découvert un monsieur qui est devenu mon mentor, un ami, William Donko, qui était un master en taekwondo. Donc du coup, je me suis mis à faire du sport et j'ai découvert... mais c'était en préadolescence. Ensuite, Ok. tu as l'adolescence qui arrive et il y a tout qui explose dans ton corps. T'es censé être petit, mais du coup, tu grandis, T'apprends à savoir ce que t'aimes. tu prends de la masse, tu prends des muscles, tu prends de la force, tu te sens puissant. Et du coup, ce qui te brimait, tu te mets à régler les comptes. Ah, t'as réglé des comptes avec justement les gens qui t'ont qui t'ont un peu harcelé quand t'étais plus jeune? Oui, j'ai quelques mots-clés dans ma vie qui sont des valeurs, mais qui ont des limites. Hein. Enfin, la justice, comment dire, la loyauté, ce genre de trucs. Et la justice, mais elle n'est propre qu'à soi-même finalement. Parce que tu dis, tu fais la justice, tu deviens... Enfin, moi, à mon petit niveau, j'étais devenu, au collège ou au lycée, un justicier, dans le sens où... j'étais à moi seul une brigade pour combattre les gens qui étaient brimés. Donc, les jeunes savaient que quand tu vas voir Lopez, au lycée, on m'appelait Lopez. Parce que Lopez, c'est mon prénom, c'est pas mon nom de famille. Ok. Mais moi, j'ai deux prénoms, Fernand Lopez et mon nom, c'est Owanyebe. Et donc, dans les écoles, comme d'habitude, quand vous avez un prénom qui est décalé, Ouais, parce que tu grandis mes au frères, Cameroun, ils l'appelaient tous mes frères s'appelaient mon nom de famille. voilà. Parce que comme c'est décalé, ça fait stylé, ils ont envie de t'embêter. Ouais, c'est ça. Donc, on savait que tu vas voir Lopez. Donc, j'avais des plaintes du genre, ouais, il y a de telle classe, il est en terminale, il a fait ci. Moi, j'étais en 4e, 5e. Mais t'étais déjà un beau bébé. Voilà, mais j'ai réglé le problème des gars de la terminale. Quoi. Ah ouais? T'étais en 4e, 5e et... Oui, j'étais... voilà, j'ai pris goût rapidement au sport de combat parce que je sentais que je pouvais m'imposer. Et puis, j'avais ce truc assez courageux pour un jeune âge. J'aimais bien me frotter. Et c'est à cette période-là que tu as commencé les combats de rue? Ou c'est un peu plus tard? Oui, c'est un peu... Forcément, si tu es justicier, tu auras... Bah oui. Enfin, vous avez déjà vu les films Moi, quand tu me parles de ça, ouais, de toi, justicier, je vois Gore la montagne. Je te vois comme ça, comme un Gold en train de taper tout le monde, là. Non. Vous avez déjà vu les films des personnages de science-fiction, enfin, ouais, des super-héros, c'est toujours, où tu es calme, tu es un super-héros, tu te caches, ou si tu te montres, tu auras des problèmes, parce que forcément, il y a une force qui va s'élever quelque part et qui va vouloir dire, mais il y a un jeune là et tout qui me casse les pieds et tout. Pareil que il a fait ci, il a fait ça, du coup, il y a des gens qui viennent te tester en mode, on a appris que tu faisais ça. Donc, du coup, tu te retrouves dans les risques, sauf que moi, j'avais, on va dire,
pour mes parents, c'était une schizophrénie. Parce que tu sors de la maison, tu es quelqu'un moi, je suis quelqu'un chez nous, hein, c'est très bien éduqué, hein, c'est posé, c'est. Voilà quoi, tu Ouais, vois t'étais les tout gens que tu ne calme connais et en pas, fait, tu parles t'avais ce doucement. côté fou où tu Voilà, tapais tout le monde. c'est ça. Et donc, des fois, mon papa était convoqué au lycée et on lui dit bon, il y a eu une bagarre, ton fils était là, il y a tel qui est blessé gravement, il est à l'hosto, et puis il se retourne vers moi et fait c'est vrai. Et je fais la tête en mode oui. Et il est silencieux. Quand mon papa est silencieux, ça veut dire qu'il n'est pas content du tout. Parce qu'il ne comprend pas, tu vois. Il sait que je suis archi Posé. posé, mais il ne comprend pas, tu vois. Et il y avait ce truc-là, souvent qui revenait, et, où j'avais ce côté très calme à la maison, mais à l'extérieur, j'aimais bien. T'aimais bien faire des combats. Voilà, ça ne me dérangeait pas en tout cas d'en faire. Et quand justement t'as commencé justement ce côté peut-être plus professionnel, d'aller en club, quand ça a commencé justement après ces bagarres de rue? C'était pendant, Ah, t'étais en club pendant? j'ai toujours multitâche, multiple casquette. C'est que C'est ta j'étais, définition, on en reparlera, mais c'est vraiment ta définition multicasquette. c'est ça. Donc j'avais un professeur de lutte par exemple, qui lui me punissait beaucoup parce qu'il avait appris que je fais des risques, Des combats de rue. voilà. Et d'un autre côté, j'y allais quand même faire de la compétition, préparer des compétitions pour des vrais matchs de lutte, des machins. À côté de ça, j'allais jouer au rugby. J'ai découvert le rugby. Je suis devenu un accro du rugby. Et puis, en parallèle de ça, je faisais plein de sports. Tout ça à quoi je pouvais toucher, j'essayais de faire des sports. Donc, du coup, il y avait tout ce mélange-là de... j'ai une vie où j'ai envie d'être un sportif de haut niveau. J'ai une autre vie où ça ne me gêne pas avec mes amis de faire des bandes où on fait des bastons, mais vraiment des grosses bastons et tout. Ça ne nous gêne pas et tout. Et à côté de ça, un bon gosse très, très cool et tout qui a une vie normale. Et T'es à vraiment côté un de ça, le super-héros, en sud, fait, vraiment. non, non, du tout. Bah si, ta vie, c'est un peu, comme tu l'as dit, genre, t'as ce côté-là où tu es personne, où t'es quelqu'un de lambda dans sa vie, tu vas en cours, tout simplement. Et un petit peu, t'as ce côté-là où t'es vraiment avec tes potes, vous allez régler des comptes. C'est ça. C'est Mais une vie de super-héros. non, parce que super heureux, c'est censé être quelqu'un qui fait quelque chose d'essentiellement bien. De quelque chose, il a une volonté de faire des choses. Si tu voulais être bien. justicier. Oui, j'avais cette volonté-là d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait. C'est comme ça que j'ai arrêté. C'est que mon papa a vraiment mis le doigt sur ce qu'il fallait en disant bon, à compter d'aujourd'hui, je veux que tu me promettes que tu arrêtes parce que tu ne peux pas être le gendarme du monde. Tu as toujours des bonnes raisons. Il y a toujours des bonnes raisons pour m'expliquer pourquoi tu t'es battu. Et ce que je te dis, c'est que tu vas finir par perdre la vie un jour. Là, tu t'amuses, tu rigoles, mais ça va mal finir. Tu ne peux pas, sous prétexte que tu as des bonnes raisons, on a une constitution, on a un État, on a la loi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des jeunes aujourd'hui, une génération sur une radio de jeunes, il faut les inspirer, il faut leur donner des vraies valeurs. Et ce n'est pas une manière de vivre. C'est même très dangereux de le faire. C'est qu'avec le temps, quand on a d'expérience, on avance, on se rend compte que la violence n'appelle que la violence. C'est vrai. Ça relance tout le temps. Ça n'arrête jamais. Avec le temps, je commençais à le comprendre. Et puis quand j'étais encore jeune, mais j'avais des anecdotes du genre où j'ai un cousin ou un ami d'un autre lycée, d'un autre quartier, qui va m'appeler en me disant j'ai eu tel souci et tout, il y a tel qui m'a fait ci, c'est une bande de gars et tout. Bon, il savait que j'avais le surnom de Jean sans peur. Enfin, j'étais le mec qui, si j'ai un truc à régler dans une cité ou quelque part ou n'importe où, j'y vais, et de préférence tout seul pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, de mélange, je crois, exprès. Et comme ça, j'avais le côté, la force dans la psychologie. Je vais arriver où il y a un groupe de personnes qui sont censés être des potes, et je vais poser un discours pour qu'ils me laissent faire un tête-à-tête avec leurs potes, alors qu'ils sont chez eux. Et je vais poser des paroles simples du genre, bon, moi je suis venu là, vous voyez, je suis seul, j'ai pas de problème, je pense que j'ai un problème avec un tel, j'ai besoin de régler ça. Maintenant, on n'est pas obligé de faire des trucs où on se mêle et tout.
Si vous avez le choix, on peut le faire comme ça, ou vous décidez vous me mêler, vous savez que je vais vous croiser un à un, ou que vous soyez chaque jour. On va pas arrêter. Enfin, tu vois, du coup. Tu m'as fait peur. Moi-même, j'ai eu peur là quand tu m'as dit ça. Voilà. J'ai eu peur. Donc, du coup, la réaction du dessus, c'était quand ce cousin-là vient me voir, je lui dis, regarde ce qui va se passer. Je vais venir à ton lycée. Je vais certainement mettre un coup de pression à tes amis, à ceux qui ont fait ça. Mais je vais repartir. Quand je vais repartir, ça va recommencer. Si ça recommence, je vais faire autre chose pour leur faire peur. Eux, ils vont pas lâcher l'affaire. Ils vont aller appeler quelqu'un qui peut me faire peur. Moi, je vais pas lâcher l'affaire. Je vais rappeler quelqu'un. Voilà comment. C'est pour ça qu'on te dit ça ne s'arrête jamais et que la meilleure manière d'arrêter ça, c'est que il y ait juste une discussion entre toi et eux. Et je donnais des conseils, des éléments de langage en disant voilà comment il faut présenter les choses. Si ça ne va pas, voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire ça au suivant général, tu vas dire ça au proviseur, tu vas dire ça à tes parents. Et parce que je commençais à avoir du recul et me dire, OK, si tu veux vraiment aider, trouve des éléments de conseils qui sont des trucs pérennes. Un truc qui peut vraiment aider de manière pérenne et faire durer la paix où tu veux. Sinon, tu vas rappeler la violence quelque part. Et c'est comme ça que tu as pu, du coup, arrêter ce monde-là des bagarres de rue. Oui, je l'ai totalement arrêté à un moment donné. C'était une promesse faite à mon père. Je l'ai arrêté d'un coup comme ça et tout parce que j'avais promis un truc à mon père. C'était important pour lui. En gros, je l'avais vu pleurer. J'étais à centre hospitalier et il est venu. T'étais bien amoché. Voilà, j'ai été blessé sur une bagarre et tout. Il est venu et je l'ai vu pleurer. Tu vois. Il m'a dit, tu nous fais de la peine parce que ta maman et moi, on t'aime et tout. Et on a peur qu'il t'arrive quelque chose de pas bien. Ça m'a touché. Et c'est comme ça que t'as arrêté. Ouais, là, je me suis juré. Là, t'as dit, je suis allé trop loin. Et j'arrête. J'arrête. Ouais, j'arrête. Et au niveau de tes études, t'as été en ingénierie? Oui, j'ai fait un BTS électrotechnique. Ensuite, mon boulot, c'était le câblage, la programmation des ascenseurs. C'était aussi la programmation des lavomatiques. Ces machines-là, ces brosses qui lavent automatiquement les voitures. Il y a des programmations pneumatiques pour régler à quelle hauteur, à quelle fréquence ça descend, comment ça fait le brossage en latéral ou en horizontal ou en vertical. Et ça, c'était mon boulot sur lequel j'étais d'abord passionné. Et comment il y a eu la passerelle justement de je veux vivre cette vie du coup d'ingénieur, mais en même temps, j'adore le sport. Comment ça s'est fait cette passerelle du coup? Ça s'est fait... moi, je joue au rugby. Et puis, à la suite je pense que j'avais eu un choc au rugby. J'ai un problème au niveau des cervicales. En gros, je vais à l'INSEP voir la rhumatologue Anne Tiessy. Je sais pas si elle m'écoute. Bonjour Anne. Elle te verra sur moi. Voilà. Et c'est un génie, cette dame-là. Elle m'a sauvé la vie. Et donc, rhumatologue à l'INSEP, elle me fait faire un examen. Et je reviens, elle me dit, bon, assieds-toi, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu as un disque qui est en train de sectionner ta moelle épinière et tu pourrais être tétraplégique. Donc, il faut que tu arrêtes le rugby, tu arrêtes la lutte, tu arrêtes tous les sports de combat, tu peux rien faire. Tu as un bon métier, fais ce que tu sais faire, laisse tomber le sport, c'est mort. C'est pas possible si je ne fais pas le sport, je m'étais un petit appétit, donc j'ai envie de continuer, je suis têtu et elle va m'adresser à un monsieur qui s'appelle le professeur Gérard Saillant à la Salpêtrière. Ce monsieur-là, il est responsable du service de la traumatologie à la Salpêtrière à l'époque. Il est le monsieur qui a opéré Ronaldo, Zidane. Enfin, c'est un ponte de la tu vas voir the spécialiste voilà. pour ton problème. Voilà. Et donc, il va me prendre en main. Il y a un collège de professeurs qui s'asseyent pour étudier la situation et voir si on peut me peur ou pas. Parce que c'est trop risqué. En gros, il faut aller gratter entre deux cervicales, autour de la moelle épinière et ensuite... c'est une opération très compliquée. C'est risqué. Si le bistouri se déplace d'un micro-ondes, c'est compliqué. Ouais. Finalement, j'insiste, je vais m'asseoir devant son bureau tous les jours. Il faut qu'on trouve une solution. Et donc, je me fais opérer. Ça se passe plutôt bien. Mais je fais, je crois, 6 mois avec une minerve. Et puis, je vais passer quasiment 3 ans sans faire de sport à la suite de ça. Et comment tu t'es senti justement quand tu faisais pas de sport? Est-ce que tu avais un échappatoire? Est-ce que tu avais un truc? Tu regardais que du sport? Comment tu as vécu cette période?
Je suis devenu accro pour mes loisirs. Moi, je fais rien. Genre, je fais rien. Je suis pas quelqu'un de. Ah, mais est-ce que tu regardais pas du Je ne sport? sors pas, je fais pas de. Enfin, Tu vas pas en soirée, non, je vais pas. J'ai fait ça, j'étais encore ado et ça t'a très vite saoulé. voilà. Donc, du coup, je bois pas, je fume pas, je fais rien. Donc, du coup, je tourne en rond et je joue aux jeux vidéo. Ah, t'adores les jeux vidéo. Voilà. Donc, à l'époque, j'étais un gros gamer. Maintenant, c'est bon. Voilà. Wow. Je jouais beaucoup et donc, du coup, c'était ça mon exutoire quand je n'avais pas de sport. Et puis, à la suite de ça, j'ai décidé de chercher un nouveau sport, qui est un sport de combat, mais où je peux éviter les chocs. On va me parler d'un sport qui s'appelle le grappling. C'est de la lutte, mais où on peut lutter même si on est au sol. Du coup, je me dis, si je lutte du sol, certainement, j'aurai moins de chocs sur mes cervicales. Je découvre donc, je tape sur Google simplement et je vais dans le premier club. Le premier club parisien que je trouve et tout. Je vivais à Paris, à Avenue d'Italie, et donc je vais au club le plus proche. C'était celui de Mathieu Nico, la FFA. Salut Mathieu. Et donc, Mathieu, c'est mon professeur de MMA, c'est le seul professeur de MMA que j'ai eu. Et donc, moi à l'époque, j'ai fait, on va dire, 92 kilos. Je suis bien, je suis costaud. Et Mathieu, il fait 65 kilos tout mouillé. Il t'a couché. Il m'a dépouillé. il m'a désinfecté. Il m'a battu tous les jours comme il voulait. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon frère, c'est pas possible, j'ai découvert un truc de ouf. Il y a un sport, frère, c'est la magie. Le mec, il est queuse. Et il m'a attaché. Il m'a fait, c'est pas possible. Il m'a battu. Il me dit, arrête tes conneries, frère, c'est impossible. J'ai dit, viens. Ouais, bah oui, parce qu'il voit commenter, il se dit non. C'est ça. Donc, je lui montre la photo de Mathieu, il me dit, arrête. Genre, lui là. Genre, lui là, il fait quelque chose, c'est impossible. Je lui dis, bah, viens, on y va et tout. Mais je l'ai amené, il s'est fait chicoter. Lui aussi. Genre, il sortait du tapis en courant et tout. Là, stop, arrête. Je veux pas. Et donc, voilà, c'est un coup de foudre. On découvre un sport qui est le grappling, qui est cette forme de lutte où il y a des soumissions. En gros, c'est un sport qui vient du Brésil, à la base du show brésilien, avec un monsieur Elio qui est tout petit et qui avait découvert une forme de corps pour battre des personnes qui étaient beaucoup plus fortes. Et ça marche. Ça veut dire que peu importe le poids que j'ai, Mathieu, il se faufilait dans mon dos et quand il est dans mon dos, il m'étrangle. Franchement, là, tu me dis ça, j'imagine, je me dis, mais comment ça se fait que. C'est ça. Genre, je te vois à 92 kilos et je vois le mec, je me dis, mais c'est pas possible. Rien à faire. Il me désinfecte complètement. Et là, il y a tout qui tombe. Moi qui étais un. Enfin, tu sais, quand tu vis ta petite vie d'expert de sport de combat, tu te dis que tu connais le sport de combat, tu te dis en plus que tu es un gars de la rue, tu as fait des bagarres, machin. Et là, un petit mec. Et là, remise en question totale. Tu étais en mode, c'est pas sérieux. C'est pas possible. Là, bon, on est mardi. Là, je vais me concentrer. Je suis déter. Vendredi, j'aime le faire. Et tu repars et te bats pareil, au calme. Il a le sourire, il n'est même pas essoufflé, t'es mort. Bah, du coup, je tombe amoureux, je m'inscris dans sa salle direct, mon frère s'inscrit, tous mes potes viennent s'inscrire. Tout le monde veut comprendre le truc. Comprendre. Et donc, du coup, voilà quand on découvre le grappling. Et le grappling fait partie du MMA. Et donc, du coup, quand je me sens mieux, je commence à faire des compétitions de grappling. Je reprends même des compétitions de lutte, alors que j'ai fait 3 ans sans m'entraîner. Ensuite, je reprends la boxe, je vais à Pantin. Pour faire la boxe, je vais faire du taekwondo, je reprends tous les sports de pied-point que je faisais à l'époque, je les reprends et finalement, de fil en aiguille, je fais des compétitions, une vingtaine de compétitions amateurs de MMA. Ensuite, je vais faire des compétitions professionnelles, je vais comme Russie, Abu Dhabi, en Italie, en Angleterre, en Hollande. Voilà, quand je fais quelques compétitions et puis, je me rends compte que je combats bien, j'ai du cœur, je fais ce que je m'en sors correctement, mais je sens que je gagne, on va dire, 2 combats sur 3. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça se fait que je suis pas bon, c'est tout. C'est qu'il y a des gens qui sont bons dans un domaine et d'autres qui sont pas bons. Donc, en gros, j'ai un palmarès de 10 victoires et 7 défaites et rapidement, je me dis, bon, je peux pas continuer.
Ouais, t'étais Moi, pas. Bah, ça tu me veux. Bah, gave. Les trucs où je suis pas numéro un, ça me gave. oui, ça gaffe tout le monde, je pense. Donc, rapidement, j'arrive à l'équation que je ne suis certainement pas fait pour ça. En tout cas, pas pour réussir. Moi, faire le sport juste pour le faire ne m'intéresse pas. Je l'ai fait parce que je suis tombé amoureux du MMA et j'ai envie d'être numéro un. Et je me rends compte que je suis quelqu'un de super assidu. Mais ça ne décolle pas Mais plus. c'est laborieux et je me rends surtout compte de la... Il faut savoir que pendant que je m'entraîne et que je m'initie au MMA, j'ai déjà commencé ma conversion en tant que en métier. D'accord. Je deviens l'adjoint de Mathieu Nikou, qui est mon entraîneur. Ok. Et donc, cette conversion m'amène à... J'ai envie de découvrir tout ce que je fais. T'as envie d'aller... J'ai envie de le faire bien. Donc, du coup, je me dis, comment on fait pour se former pour être un bon coach? Et là, on me dit, non, c'est illégal, le MMA. Tu peux pas avoir des diplômes, c'est illégal, ça n'existe pas. Est-ce que tu peux te former dans d'autres pays ou... Et donc, du coup, ce que je me dis, c'est que, voilà, s'il faut se former dans d'autres pays, je vais le faire. S'il faut se former dans d'autres sports affinitaires au MMA, je vais le faire. Donc, je commence mon long voyage de formation avec les premiers diplômes sur la lutte, diplôme d'animateur, diplôme de professeur, diplôme d'État, sur tout le cursus fédéral, ensuite le diplôme d'État, jusqu'au plus grand diplôme. Voilà, du coup, j'enchaîne des formations autour de la discipline sportive sans avoir les diplômes de la discipline sportive. Donc, tout ce qui concerne les sports de combat autour, comme le Muay Thai, je vais faire tout le cursus jusqu'au diplôme d'État supérieur pour pouvoir enseigner le Muay Thai. Ensuite, je vais faire des formations sur la préparation physique, en commençant par tout ce qui est BPGF, AG2F, tout ce qui est remise en forme, ensuite la préparation physique, ensuite le diplôme de préparateur physique de l'INSEP. Je vais faire des diplômes complémentaires sur la nutrition sportive. Mais tu as eu le temps de faire tout ça? Le temps, on le trouve. En général, c'est ce que je dis quand tu as un centre d'intérêt. Parce que si tu faisais entraîneur là, quand tu as du temps pour toi, pour arriver à tes formations. Bah, c'est ça, moi. Moi, c'est quand je fais ça. Enfin, je veux dire, si je suis là aujourd'hui, sur cette prestigieuse radio, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire. Oui, je me doute. C'est parce que j'ai choisi de me dire, c'est important d'aller discuter, de faire la rencontre des auditeurs de génération qui est ma radio de toujours et de pouvoir échanger avec eux. Et voilà, donc c'est comme ça sur tous les projets. Il y a quelque temps, il y a un nouveau master qui est sorti sur l'université de Nancy. Et sur ce master 2, je m'inscris pour faire la formation sur l'ingénierie du sport et tout. Et on est pareil au début. Benjamin et moi, on s'est dit, mais comment tu vas faire? Comment c'est pas possible? Enfin, là, en ce moment, tu es en train de passer ton master 2 là. C'est ça, on est débordé. Comment tu vas faire? Et j'ai dit, on va trouver, frère. On va creuser, on va trouver de l'espace, c'est un Tetrix, on va placer des choses. Et on va déléguer certaines choses. Mais pour moi, c'est hors de question qu'on lâche des projets. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps. Il faut pouvoir trouver, voilà. On commence par mettre l'essentiel. Du temps pour la famille, c'est très important. Ensuite, à côté, on va mettre des choses et puis on trouve du temps. En tout cas, moi, à l'époque, ça me paraît pas possible de vouloir être un coach des MMA sans aller au bout de ce que je vais faire. Puisque je décide de tout lâcher et de m'impliquer dans le sport. Ah bah oui, parce que tu avais ta vie tranquille en vrai et tu as décidé de tout lâcher pour t'investir dans le sport à fond. C'est ça. Donc, j'ai envie de tout comprendre, y compris le mouvement fédéral. On est fait du même bois alors. Moi, dès que je vois un truc, au début, voilà, je suis pas forcément intéressé, mais dès que je m'y intéresse, ça y est, c'est terminé. Voilà. Donc, bientôt, je ferai du MMA. J'en ai aucun doute. Mais c'est déjà très bien parce que si nos auditeurs te perdent, on va regretter. On est là. Non. Voilà. Donc, pour le moment, on reste là, bouge pas. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Je vais travailler comme agent de développement à la Fédération de lutte. C'est environ 17 000 licenciés. C'est une fédération olympique, donc j'apprends beaucoup. Je me forme beaucoup pendant que je suis là-bas. Je vais même passer un diplôme de formateur. C'est pour avoir de l'ingénierie sur comprendre comment former des cadres d'État. Et donc, du coup, je passe ces diplômes qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir ouvrir mon école de formation Fight Management College. Ok. FMC.
Je suis aussi formateur sur la Fédération de sport de contact, car en simili-licencié. À l'époque, c'est le kickboxing, le muay thai, le full contact, plein d'autres petites disciplines que j'oublie certainement, qui a su cette fédération-là. À côté de ça, je suis vice-président et puis responsable de formation à la Commission nationale des MMA. Il y a tout ça que je fais Ouais, t'as vraiment 50 voilà. millions de casquettes. On va t'appeler l'homme à casquette. Voilà. Donc, je fais tout ça pendant plusieurs années. J'ai même eu la chance, l'honneur d'accompagner la première équipe de France du grappling combat en Serbie pour le championnat du monde. Parce que j'étais responsable technique national en France sur le grappling combat, qui était les prémices du MMA. Et puis arrive le projet du MMA Factory. Et comment ça s'est passé justement comment ton bébé il est né? Comment il est né? Il est né sur un coup de tête. Je vous ai dit précédemment que j'étais dans une autre salle de sport, celle de Mathieu Nikou FFA. Et donc, à un moment donné, j'ai un ami à moi, Vincent Trébarol, officier de police, mais qui a un podcast et qui me fait une interview. J'étais encore combattant. Et il me pose la question, je sais que tu es vers la fin de ta carrière, tu envisages à arrêter, est-ce que ça te dit d'ouvrir une salle de sport? Je dis non, c'est trop de complications, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de responsabilités, je ne pense pas. Quand il va chez lui, je le rappelle. Et je lui dis, est-ce que tu étais sérieux? Pourquoi tu m'as posé la question? Il me dit, parce que je pensais à ouvrir une salle, machin et tout. Et du jour où on a eu cette conversation, moins de 3 mois après, 2 mois et 2 semaines après, on a ouvert la salle du MMA. Ouais, t'es vraiment un tortionnaire. Hein. Ouais. Vraiment, dès que t'as une idée, ça y est. C'est ça. Je suis un serial investisseur. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir entreprendre. Du coup, on ouvre cette salle-là. Crossfight, ça s'appelle à l'époque. Et c'est comme du coup, ça c'était en quelle année? 2012. 2012. 2012, c'est juste à côté de vos locaux d'ailleurs. Mm. C'est 12e arrondissement, c'est le 91 boulevard Poniatowski. Et du coup, j'ai mes premiers élèves, parmi lesquels Sami Faidine, avec lequel vous avez des très bons projets futurs. Il arrive Voilà. très bientôt. Et Sami Faidine, c'est mes premiers élèves. Lui vient de Marseille à l'époque. Il est tout jeune, je le connais tout jeune. Et puis, on le prend là ça. Et il va être formé et ensuite, il devient formateur. Sur les différentes formations que je fais, le MMA Factory va lui payer des formations. Nous, on a toujours eu ce travail de double projet. L'idée si c'est ton bébé, c'est toi, forcément. Donc, toi, tu as toujours voulu te former à tous les à côté du sport. On n'y pense pas forcément quand on est justement athlète, mais il y a pas mal de gens qui travaillent dans un club, il y a pas mal de gens qui justement aident à ce que le club marche. Et justement, dans ta volonté de vouloir faire des formations, c'est ça que tu as voulu transmettre, je pense, à tous tes collaborateurs. Exactement. Moi, mon idée, c'était de me dire, pour faire quoi que ce soit, il faut être dans les cadres. Même si le sport n'était pas reconnu, je savais qu'à un moment donné, il valait. Puisque le premier événement des MMA en France qui a eu lieu au cycle d'hiver en 2015, septembre 2015, je l'ai organisé avec mes collègues. C'était le premier événement qui n'a jamais eu lieu. Ça part d'une idée simple. Je fais un constat, c'est que j'ai lu le droit du sport et j'ai lu le code du sport, il n'y a aucune défense, il n'y a aucun texte qui dit que l'OMM est interdit. Ouais, c'était juste en fait la société qui ne voulait pas encore l'accepter. C'était une circulaire, ça venait d'une circulaire européenne qui disait aux États membres de l'Europe, de l'Union européenne, faites attention, il y a une nouvelle pratique qui s'appelle MMA. C'est des pratiques de sport clandestins qui se passent souvent dans des caves ou machin. C'était même pas du MMA, il parlait de free fight à l'époque. Et donc, du coup, cette mise en garde des États est trop respectée par la France au point où les Français et l'institution pensent que c'est interdit. Moi, j'ai des amis et des collègues de police qui pensent que c'est interdit. Et je leur dis, je vous garantis, pour qu'il y ait quelque part une obligation ou une défense ou une loi contre le MMA, il faudrait qu'il y ait un texte qui dit celui qui fait le MMA sera passible de tel nombre d'années de prison. Machin. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. L'État n'a jamais statué dessus. Et donc, je vais appeler un avocat, un ami qui est très bien dans la constitution des dossiers sur le sportif, et puis un autre ami avec lequel on va faire un investissement. Un autre investisseur, on va investir pour faire le premier événement au cycle d'hiver des MMA en France, avec une cage, avec des flammes. Donc c'est un petit peu de ton impulsion. Il y avait tout un
tout un collège de personnes qui pensaient comme toi. Non, non, c'était pas possible. Enfin, c'était Mais vraiment du coup, pas- c'est vraiment c'est toi vraiment- qui a, oui, qui a c'est lu, qui a très clair. investigué Très clairement, pour le MMA français. c'est une volonté de pouvoir déclencher ça. Maintenant, il y a beaucoup de personnes enfin, moi, je suis personne à côté. Hein, c'est-à-dire que très concrètement, pour être tout à fait honnête, certains m'appellent un pionnier du MMA, mais pionnier du MMA, les vrais pionniers du MMA ont vécu le MMA d'il y a 30 ans, 40 ans. Moi, je suis arrivé sur le MMA il y a moins de 15 ans. Enfin, je suis vraiment tout nouveau dans le MMA. Ouais, mais t'es quand même peut-être la clé. Tu vois, il y avait tout le monde qui essayait d'ouvrir la porte, mais toi, t'as été peut-être la clé. Non, il faut plusieurs clés finalement pour ouvrir. Il faut des gens comme qui faisaient beaucoup de lobbying, comme Bertrand Moussou. Il faut des gens comme des acteurs qui étaient des grands combattants de sport de combat, comme Sidi Diabaté qui combattait déjà à l'UFC. Il faut des promoteurs sportifs à une dimension nationale comme Stéphane Chouffourier. Il faut tous ces acteurs-là du monde du MMA pour qu'il y ait plusieurs clés. Et puis, il faut des personnes audacieuses. Moi, j'ai toujours eu l'audace dessus. J'étais audacieux de me dire, je veux l'action concrète. Je veux pas parler chinois, je veux pas faire de... Enfin, je vais aller concrètement. On va faire un événement. On va le mettre sur pied. Et on a fait un événement aussi d'hiver. Il était sold out en moins de 48 heures. Tout était vendu. Il n'y avait plus de place à la FNAC. Il n'y avait de place nulle part. On avait quasiment 800 personnes devant le cycle d'hiver. C'était blindé tout le monde. Et on avait testé le marché. C'était un acte politique. Mais c'était un acte aussi qui avait déclenché la foudre du ministère des Sports. Parce qu'à l'époque, c'était M. Braya qui était secrétaire au sport et qui avait essayé de shut down l'événement, mais les avocats, le juge lui a dit c'est impossible. Ils ont battu le dossier, ils ont demandé des permissions à la préfecture, c'est impossible. Et donc, au lendemain de l'événement, il va modifier les textes en disant que dorénavant, les sports de combat, on ne peut pas faire des frappes au sol et on ne peut pas combattre dans un espace de combat autre qu'un ring. De façon à éliminer de manière implicite l'OMMA. Ok. À partir de là, une force d'opposition va se mettre en place et va créer un lobby. C'est pour ça que je te parlais de dire qu'une seule clé, c'est pas vrai. Il y a plusieurs clés, il y a plusieurs personnes de manière concomitante qui ont bougé les choses. Il y a eu des députés, des sénateurs, il y a eu des gens qui sont mis en place. On a fait des interviews, on a fait des réunions et puis on a fait basculer les choses pour que finalement il y ait cette femme très courageuse, Roxana Maracineanu, ministre à l'époque, qui va décider de légaliser l'OMMA après avoir fait un tour au MMA Factory et puis avoir passé 3 heures à regarder comment on entraîne les enfants, les ados, les adultes, quel est le modèle business. C'était une structure bien ficelée. Et pendant des heures, elle n'arrêtait pas de répéter le même truc. Elle était venue pour 35 minutes de réunion, elle a fait 3 heures. Où elle disait, mais c'est un sport. Mais c'est un sport, il n'y a personne qui saigne là, mais c'est un sport. Elle dit, mais je ne comprends pas, mais c'est un sport. Et bon, voilà. On rigolait, on dit, oui, mais c'est ça. On vous donne une information qui n'est pas vraie, mais c'est ça, c'est un sport. Tout ça pour revenir sur l'idée de la formation en disant que si les 22 coachs du MMA Factory ont eu de la formation, c'est parce que dès le début, je savais que la clé de voûte du développement du sport, c'est la formation. Il faut qu'on comprenne. C'est la clé de la vie, en fait, la formation. Même. Voilà, c'est une arme. Il faut une arme, la connaissance, de pouvoir comprendre la logique interne de la discipline sportive, de pouvoir comprendre la physiologie du corps, l'anatomie, la biomécanique du corps, de pouvoir comprendre le cadre institutionnel, comment on fait les choses, comment on peut les faire pour que ça marche, quels sont les devoirs et les obligations, les valeurs de la République par rapport au sport, la parité homme-femme, enfin, tous ces éléments qui peuvent faire connaître ce qu'on appelle une APS, une activité physique et sportive. Il faut maîtriser ça. Et quand tu as maîtrisé ça, ça devient hyper facile parce que le sport en lui-même, pratiquer, c'est rien, mais c'est comment encadrer le sport et le faire développer, faire de l'expansion. Le développement de la pratique de masse. Et très rapidement, on l'avait compris et on s'est mis à développer beaucoup plus vite, même s'il y avait des très bons clubs, même s'il y avait des très bons entraîneurs. Mais ce qu'on faisait de notre écosystème allait beaucoup plus vite. Et en termes de l'une de tes casquettes qui est forcément indéniable à l'heure qu'il est, t'es l'un des boss de Ares, t'es le boss de Ares. On est au 10e qui arrive. C'est quoi la clé du succès d'Ares ? Génération Hip Hop Soul Radio.